L'apparition de l'agriculture est certainement le plus grand bouleversement que l'humanité a connu au cours de son histoire. Sur une durée de vie de 300 000 ans, ce n'est que depuis 12 000 ans que pour la première fois, l'homme ne dépend plus uniquement de la nature pour sa survie, mais peut se vanter de la maîtriser et changer son cours pour le meilleur et pour le pire. Cette invention marque la transition d'un mode de vie de chasseur-cueilleur où l'homme dépend de la disponibilité des gibiers qu'il chasse, des poissons qu'il pêche, des fruits et plantes qu'il cueille, à un mode de vie d'agriculteur où l'homme produit ses propres aliments, céréales, légumes, fruits et domestique les animaux, chèvres, vaches, cochons et autres. Quand, comment, où et pourquoi se sont produits ces changements drastiques qui ont irrémédiablement bouleversé la destinée humaine et ont façonné nos habitudes de vie jusqu'à aujourd'hui. Revenons 15 000 ans en arrière pour dérouler le fil de ces événements. Il y a 15 000 ans, c'est le début du réchauffement de la planète après une longue période glaciaire. Le recul des glaciers et leur fonte fait remonter progressivement le niveau des mers de plus de 120 mètres. De larges bandes côtières, habitées par des chasseurs-cueilleurs, disparaissent. Il y a 14 000 ans, le seul mode de vie connu est le mode de chasseur-cueilleur. Des hommes qui migraient d'un endroit à un autre en fonction de la disponibilité du gibier, des fruits et des plantes sauvages. Il n'existait encore aucune ville, même de petite taille au monde. Le réchauffement climatique qui a suivi il y a 12 000 ans voit apparaître d'immenses zones arborées qui remplacent les steppes et tundras très favorables aux grands troupeaux formés par les grands animaux que les humains chassaient. Contrairement à ces milieux, les forêts sont moins favorables aux grands gibiers, mais plutôt à des animaux plus petits comme les sangliers, les lapins et autres, plus difficiles à chasser et d'une valeur énergétique plus faible. Le mode de vie de chasseur-cueilleur s'en trouve bouleversé. Certains migrent vers le nord dans des zones plus froides sur les routes du grand gibier, d'autres au contraire restent sur place et ont dû s'adapter à ces nouveaux milieux. La cueillette des plantes sauvages comestibles, même s'il a commencé bien avant cette période, devient alors plus importante dans l'alimentation de ces chasseurs-cueilleurs. Le premier animal à avoir été domestiqué est le chien qui descend du loup. La date et le lieu de sa domestication restent encore controversés. Il se serait produite il y a 38 000 ans avant le présent, quelque part en Europe. Le chien est le plus vieux ami animal de l'homme. Un chasseur-cueilleur a besoin approximativement de 16 km² de surface pour sa subsistance. Dans ces conditions, dès qu'un groupe d'individus atteint approximativement 120 individus et se scinde en deux, l'un des deux groupes migre plus loin pour assurer sa survie. Ce mode de vie ancestral rendait donc la constitution de toute vie sédentaire, de villes, d'États, d'empires ou de civilisations impossible. Aucune grande structure, aucun monument, aucune organisation sociale complexe ne pouvait voir le jour. Il y a cependant une exception, qu'il est impossible ni d'ignorer ni d'expliquer. Découvert par Klaus Schmidt, un archéologue allemand en Turquie en 1995, il existe un énorme monument qui date d'avant l'invention de l'agriculture, d'avant la sédentarisation, un monument qui ne servait pas comme lieu d'habitation, mais plutôt comme un grand complexe cérémonial ou religieux. Göbekli Tepe est le plus vieux monument jamais construit par l'homme connu à ce jour. Göbekli Tepe est un immense site formé d'un très grand nombre de piliers mégalithiques en forme de T, couverts de représentations d'animaux sauvages. Les plus vieilles parties de ce monument ont été construites il y a 12 000 ans. Il est 7 000 ans plus vieux que les pyramides d'Égypte. Ce site mystérieux a été construit par plusieurs centaines de chasseurs-cueilleurs
qui ne connaissaient encore ni la domestication des animaux en dehors du chien, ni l'agriculture. Sa construction par une ou des sociétés non structurées reste encore un mystère. Comment l'homme est-il devenu fermier? Dans les manuels scolaires, on décrit souvent cette étape de l'histoire humaine comme suit. Il y a entre 11 000 ans et 12 000 ans avant le présent, un homme du Moyen-Orient découvre un jour que les graines de blé sauvage qu'il a cueillies peuvent germer. Il commence donc à les semer volontairement puis à constituer des réserves en fabriquant de la poterie, à domestiquer les animaux, à se sédentariser en construisant des villages, des villes, des États puis des empires. Les découvertes scientifiques de ces 30 dernières années montrent que ce scénario est largement erroné. La naissance de l'agriculture ne s'est pas faite du jour au lendemain et on ne peut donc pas vraiment parler d'invention. La naissance de ce mode de vie est un processus très lent et progressif qui s'est déroulé sur plusieurs milliers d'années, semé de processus d'essais et d'erreurs. Pendant plusieurs siècles, l'homme pratiquait l'agriculture tout en continuant à chasser et à cueillir des plantes sauvages. Il ne s'est pas fait uniquement au Moyen-Orient, mais presque simultanément en plusieurs endroits différents du globe et à des époques différentes par des populations de chasseurs-cueilleurs qui n'avaient aucun lien entre elles. Au Moyen-Orient, dans le croissant fertile, entre 11 000 et 10 000 ans pour le blé, l'orge et certaines légumineuses comme les lentilles. Mais aussi en Chine pour le riz et le millet, il y a 10 000 à 9 000 ans. En Amérique centrale pour l'haricot et le maïs, en Amérique du Sud pour le manioc et la pomme de terre, en Papouasie-Nouvelle-Guinée pour la banane et en Afrique de l'Ouest pour le millet et le sorgho. Comme si cette invention inéluctable des populations différentes vivant dans des milieux très différents passe progressivement du stade de chasseur-cueilleur à celui d'agriculteur et d'agriculteur-pasteur. On appelle communément cette période le néolithique ou traduit mot à mot l'âge de la pierre polie. Au lieu de simplement façonner des pierres de silex, d'obsidienne, l'homme s'y mit à polir la pierre pour fabriquer des haches, des moules en pierre pour écraser les graines et des faucilles pour couper le blé. L'autre fausse idée est que la sédentarisation n'est pas une conséquence de l'invention de l'agriculture, mais l'a précédée. Nous nous intéresserons uniquement à la zone du Moyen-Orient. Un peuple du Moyen-Orient, les Natufiens, qui sont considérés dans l'état actuel de nos connaissances comme les pères de l'agriculture au Moyen-Orient, ont commencé à se sédentariser il y a 14 000 à 12 000 ans avant le présent. C'est les premiers à avoir abandonné la vie nomade et construit des hameaux puis des villages permanents de 200 à 300 habitants avec des maisons circulaires creusées dans le sol en bois et en pierre de 4 mètres de diamètre. Les Natufiens n'étaient pas encore des agriculteurs, mais récoltaient des céréales sauvages, blé sauvage et seigle sauvage pour les transformer en farine. On ne peut parler d'agriculture que quand on pratique la culture et non la cueillette de plantes. Les Natufiens consommaient beaucoup de céréales sauvages, blé et orge. Ils broyaient les graines, les faisaient chauffer, puis les consommaient sous forme de galettes ou de pain non levé, sans levure. Les plus anciennes traces de fabrication du pain à partir de céréales sauvages datent de 14 400 ans à Choubaïka 1 en Jordanie. Les Natufiens fabriquaient déjà et consommaient du pain non levé, sans levure, il y a 14 400 ans. D'après nos connaissances actuelles, ce sont les premiers à avoir fait des expériences de culture de céréales entre 11 600 et 10 700 avant le présent. Mais la chasse et la cueillette restent encore pour longtemps leur mode de vie dominant. Les Natufiens deviennent donc des cultivateurs-chasseurs. Comment cela s'est déroulé? Selon Marcel Mazouiller, enseignant-chercheur à l'Institut agronomique Paris-Grignon, auteur du livre « Histoire des agricultures du monde du néolithique à la crise contemporaine »,
À partir du moment que l'homme a commencé à se sédentariser et qu'il récoltait du blé sauvage, du seigle sauvage et autres plantes pour se nourrir, comme il est impossible de broyer et de consommer toutes les graines, les restes de ces graines poussaient spontanément autour du village, favorisés par l'engrais naturel des déchets de l'homme et des animaux. Ces plantes sauvages commençaient donc à pousser en abondance autour des habitations. L'homme n'a fait plus tard qu'accentuer ce phénomène. Il gardait aussi une partie de ces graines en réserve pour les saisons froides et pour les semis de l'année suivante. Ce qui suit alors n'est plus qu'un long processus de sélection de graines avantageuses pour l'homme, première manipulation génétique avant l'heure qui aboutiront à des plantes cultivées par l'homme très différentes des plantes originales sauvages. C'est le cas du blé, du seigle, du ré, du millet et d'autres plantes. Prenons l'exemple du blé sauvage. Que s'est-il passé pour que le blé sauvage devienne du blé domestique cultivé qu'on connaît aujourd'hui? Quelle est la différence entre le blé sauvage et le blé domestiqué? Le blé sauvage est très différent aussi bien morphologiquement que génétiquement du blé domestique. En étudiant les restes du blé sauvage trouvés dans les sites du croissant fertile, ces nouveaux paysans commençaient par sélectionner quelques plantes sauvages, parfois importées d'autres régions. Grâce à la méthode du carbone 14, on a pu dater ces sites et établir une chronologie d'évolution progressive. Les espèces archaïques sauvages de blé qui ont été utilisées par ces populations de chasseurs-cueilleurs devenus sédentaires présentent des différences biologiques avec le blé cultivé. Le blé sauvage peut disperser les graines et se reproduire tout seul dans la nature. Le blé cultivé ne peut pas le faire sans l'aide de l'homme, mais pourquoi? L'axe de l'épée du blé sauvage, appelé rachis, est fragile et peut se casser spontanément, ce qui permet la dispersion des graines par le vent. Mais dans le blé cultivé, ce rachis est plus épais et dur, il ne peut pas se casser, donc ne peut pas se disperser naturellement. Comme l'homme du début du néolithique ne souhaitait pas que les graines se dispersent spontanément, l'homme devait cueillir graine par graine. Cela constituait une perte de rendement pour lui. Il a commencé par choisir des plantes qui se dispersaient le moins. Un processus de sélection a été donc entamé qui progressivement a abouti au blé cultivé avec un rachis dur qui ne se brisait plus spontanément. De plus, le blé sauvage présente des graines couvertes par une membrane qui ne se détachent pas lorsqu'elles sont battues, en plus d'être petites et peu riches en amidon et sans gluten, ce qui a rendu difficile la manipulation de la farine. La longue sélection artificielle de caractères génétiques a donc été nécessaire pour arriver à fabriquer du pain facilement consommable par l'homme. Le blé cultivé s'est en quelque sorte adapté à l'homme pour le profit des deux espèces, une sorte de relation qu'on appelle le mutualisme en biologie. Cela est facilité par les caractéristiques génétiques mêmes du blé. Pour le profit des deux espèces, une sorte de relation qu'on appelle le mutualisme en biologie. On a pu établir les transformations génétiques qui ont abouti au blé actuel. Comme une majorité d'autres plantes, le blé est hermaphrodite avec des organes mâles et femelles sur la même fleur. Mais contrairement à d'autres plantes qui évitent l'autofécondation des organes mâles et femelles du même individu, ce mode de reproduction se reproduit spontanément chez le blé. Ceci a joué un rôle très important et a facilité la transmission des mutations qui sont apparues. Même le nombre de chromosomes est très différent entre le blé sauvage et le blé cultivé. Alors que le blé sauvage est diploïde comme la plupart des espèces, avec seulement 7 paires de chromosomes, le blé cultivé est lui polyploïde. Le blé cultivé actuel est en fait issu de l'hybridation de 3 espèces de blé sauvage avec 3 génomes qui ne se mélangent pas pendant la méiose. Il résulte de l'hybridation du blé sauvage Triticum urartu et des Nagilops pour donner le blé sauvage Triticum turgidum à 14 paires de chromosomes qui lui a été domestiqué et devenu l'amidonier puis le blé dur. Ce blé dur qui s'est lui-même hybridé avec Nagilops
pour donner le blé tendre. C'est en détachant les graines pour pouvoir constituer des réserves de nourriture que les agriculteurs ont favorisé les céréales qui avaient tendance à ne pas se détacher spontanément. Cette mutation, qui transforme les graines à base fragile en graines à base rigide, apparaissait dans la nature, mais comme elle n'était pas avantageuse pour la plante, elle n'était pas transmise à la descendance. Les céréales sauvages n'ont pour autant pas disparu du jour au lendemain. Les fouilles archéologiques montrent que les graines fossiles récoltées étaient constituées d'un mélange de graines sauvages et de graines provenant de céréales cultivées. La proportion de graines cultivées n'a cessé d'augmenter au cours du temps. Actuellement, les variétés de céréales cultivées ne sont plus constituées que de graines cultivées. Le blé et l'orge ne peuvent plus se disséminer seuls dans la nature et sont devenus complètement dépendantes de l'homme. Ces deux céréales doivent être battues et moissonnées pour extraire les graines. En plus de domestiquer les plantes, entre 10 700 et 9 000 ans avant le présent, commence la domestication des animaux qui vont assurer un certain apport protéique. L'homme ne dépend plus uniquement du gibier sauvage. En même temps qu'il continue à chasser, l'homme domestique entre autres d'abord la chèvre il y a 10 500 ans, puis le mouflon qui devient le mouton entre 9 000 et 8 000 ans, le sanglier qui devient porc, puis le roc disparaît aujourd'hui qui devient le bœuf il y a 10 000 ans. Cette transition vers la sédentarisation ne se sont pas faites du jour au lendemain, mais de façon progressive. Les populations natufiennes ont encore longtemps pratiqué la chasse et la cueillette. Une des premières conséquences de l'apparition de l'agriculture est bien sûr la destruction de l'espace naturel. L'homme défrichit intensément les espaces boisés pour aménager les champs de culture, construire des réserves de stockage de grains, des villages puis les premières villes. En assurant la disponibilité de ressources alimentaires suffisantes toute l'année, l'agriculture a permis un boom démographique, une constitution de richesses et la formation de sociétés hiérarchisées. Il faut des dirigeants, des administrateurs, des gardiens et des soldats pour gérer et défendre ces richesses. En gros, l'agriculture a permis l'émergence de la civilisation humaine telle qu'on la connaît aujourd'hui. Pour la première fois, tout en dépendant d'elle, l'homme a l'impression de maîtriser la nature. Mais en réalité, même s'il assure une certaine suffisance alimentaire, l'agriculture est loin de ne présenter que des avantages. La néolithisation et l'apparition des premières sociétés de fermiers favorisent l'apparition des inégalités sociales, des razzias, puis des guerres pour s'approprier les richesses. La brutalité a toujours fait partie du comportement humain, mais il n'existe que très peu de traces de violence généralisée avant la néolithisation. Les forêts et la biodiversité des espèces sauvages reculent partout dans l'ancien monde au profit d'espaces de monoculture et d'animaux domestiqués. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, les chasseurs-cueilleurs étaient en bien meilleure santé que les fermiers. Même s'ils pouvaient subir des famines occasionnelles, les chasseurs-cueilleurs ne dépendaient pas d'un petit nombre d'espèces animales et végétales pour assurer leur survie. Selon une étude parue en 2015 dans Royal Society, l'avènement de l'agriculture a engendré une baisse brutale de la longévité qui n'était plus que de 33 ans pour les hommes et 29 ans pour les femmes. Une autre étude parue en 2003 montre que la taille moyenne des hommes était de 1,77 m au Paléolithique supérieur et de seulement 1,60 m il y a 5000 ans. Ce n'est que vers la fin du 19e siècle que l'homme a enfin pu retrouver la taille de nos ancêtres chasseurs-cueilleurs. Cela est dû probablement aux nombreux problèmes de santé engendrés par ce nouveau mode de vie et aux maladies engendrées par la promiscuité.
rivalité entre humains et animaux. Le paysan qui doit rester courbé pendant de longues heures dans les champs voit apparaître le mal de dos et les douleurs lombaires. Le régime alimentaire, riche en sucre, et l'utilisation de moules en pierre qui produisent de la poussière entraîne des pathologies dentaires et des caries dentaires. On voit aussi apparaître de nombreuses zoonoses, c'est-à-dire des maladies facilitées par la promiscuité transmise par les animaux aux humains. La peste bovine, à l'origine de la peste bubonique, transmise par les puces du rat, attirées par les réserves de graines et de nourriture. La rougeole, les maladies cardiovasculaires, l'obésité et le diabète. D'autres maladies, telles que la tuberculose et le choléra, qui même s'ils existaient depuis des millions d'années, deviennent pandémiques, ce qui ne pouvait arriver dans les sociétés de chasseurs-cueilleurs vivant dans des petits groupes isolés. Pourtant, malgré tous ces nombreux inconvénients, la révolution du néolithique a entraîné un énorme boom démographique sans précédent dans l'histoire de l'humanité. Le paléodémographe Jean-Pierre Bocquet émet l'hypothèse que cela est dû au fait que les femmes de chasseurs-cueilleurs ne pouvaient transporter plus d'un enfant dans leur nombreux déplacements. Il y avait donc un espacement des naissances, ce qui réduisait le taux de natalité. Ils ne pouvaient accoucher qu'une fois tous les 4 ans. Une contrainte qui n'existait plus chez la femme de fermier sédentaire. D'autant plus que les problèmes de fertilité liés à la consanguinité étaient certainement moins importants chez ces premiers agriculteurs que chez les petits groupes restreints de chasseurs-cueilleurs. L'agriculture permet de nourrir des groupes d'individus de grande taille. La période néolithique voit augmenter l'effectif de la population humaine de 7 à 200 millions d'individus. Les petits hameaux deviennent de petits villages, puis de grands villages, des villes, des États et des empires. La première ville connue, Jéricho ou Ariha en arabe, voit le jour à cette époque il y a 11 000 ans. À Çatalhöyük, une ville de 7 000 habitants datée de 8 500 ans, dans l'actuelle Turquie, les maisons étaient sans portes collées les unes aux autres, on y entrait uniquement par les toits. Quand le village devient trop peuplé, les champs ne suffisent plus à nourrir tout le monde, il fallait partir défricher d'autres terres. Ainsi, de région en région, à partir du Levant, ces nouveaux fermiers vont diffuser en vagues successives l'agriculture des céréales et la domestication des animaux à travers toute l'Eurasie puis l'Afrique du Nord.